Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire SpeechMe. Aujourd'hui, nous vous présentons un retour d'expérience de la Société Générale sur l'usage des tutos vidéo. Donc, je m'appelle Marianne Nourry, je suis responsable de la communication chez SpeechMe. Notre invité du jour est Jean-Pierre Le Goas, qui est expert Digital Workplace et conduite du changement à la Société Générale. Et je suis accompagnée de Farid El Baraka, qui travaille également chez SpeechMe et qui est spécialiste du partage de connaissances en entreprise. Nous allons donc passer 45 minutes ensemble. Pendant 30 minutes, nous allons donc vous présenter ce retour d'expérience et ensuite 15 minutes seront consacrées aux questions-réponses. Vos questions, vous pouvez les poser directement sur l'onglet questions qui est à droite de votre écran, juste à côté de l'onglet chat. Si vous voyez que votre question a déjà été posée, votez pour elle, ça va pouvoir la faire remonter parce que nous traiterons en priorité les questions qui ont remporté le plus de votes. Voilà, je laisse la parole à Farid. Bon webinaire. Ok, merci Marianne. Bonjour Jean-Pierre et bonjour à tous. Donc effectivement, moi j'ai eu l'occasion de travailler avec Jean-Pierre et les équipes Société Générale sur un projet de transformation avec SpeechMe. L'idée, c'est d'avoir le retour d'expérience assez concret de Jean-Pierre sur ce qui s'est passé à la Société Générale. Alors peut-être Jean-Pierre, je vous laisse vous présenter peut-être un peu plus en détail aujourd'hui pour les personnes qui se sont connectées, votre rôle au sein de la Société Générale. Bonjour à tous, ravi de vous parler aujourd'hui sur notre retour d'expérience. Je suis Jean-Pierre Le Goas, je travaille au sein de l'équipe Digital Workplace à la Société Générale. Et depuis quelques années sur ce domaine-là, j'œuvre en quelque sorte à faciliter l'appropriation des solutions digitales du quotidien, ce qu'on appelle le workplace, auprès des collaborateurs, qui sont assez nombreux, comme vous le savez, puisque la Société Générale, c'est un groupe d'environ 150 000 personnes. Donc, notre job est important, puisque au-delà de leurs compétences métiers, ils ont besoin au quotidien d'être plus efficaces à titre individuel, de savoir se débrouiller en situation de mobilité et de mieux collaborer ensemble. Et ça, c'est notre mission. D'accord, très bien. Donc, le projet SpeechMe s'est intégré aussi dans une grande transformation du workplace au sein de la Société Générale, avec un projet, donc, vous allez en parler, qui a fait un peu de bruit. Peut-être un retour d'expérience sur cela? Mais en fait, ce démarrage finalement de la transformation digitale du groupe, elle est concomitante avec la mise en place d'un projet qu'on a appelé les Dunes, qui consistait il y a 3 ans environ à transférer 5000 personnes dans la nouvelle Technopole située à Val-de-Fontenay, avec une grande transformation sur à la fois l'environnement lui-même, puisqu'on passait de bureaux individuels de quelques open space à un tout open space, il n'y a pas un seul bureau individuel aux Dunes, et avec une démarche en plus de flex office. Et donc avec la nécessité bien sûr d'accompagner les collaborateurs dans le design de leurs étages, la compréhension du modèle de fonctionnement, l'anticipation de règles de fonctionnement pour que tout ça fonctionne bien. Et donc il y avait une vraie notion d'inclusion de référents dans chacune des équipes qui allaient occuper les immeubles pour pouvoir faciliter cette appropriation. D'accord. Et donc, dans ce cadre-là, SpeechMe a été un des leviers, pas le seul, parce que c'est un grand programme quand même, la transformation au sein des Dunes. Pourquoi les tutos vidéo ont été utilisés dans ce cadre-là? L'intérêt en fait des tutos vidéo, au-delà du fait que ça vienne en complément de la communication institutionnelle, c'est aussi de pouvoir finalement pérenniser la connaissance qu'on acquiert, ou en tout cas qu'on veut exposer, la rendre disponible finalement à tout moment. Les tutos vidéo se prêtent particulièrement bien à ça, c'est d'avoir finalement une espèce de formation just in time, pour faciliter l'autonomisation des collaborateurs. On est vraiment dans cette démarche-là au sein de la Société Générale où historiquement, c'est vrai qu'on était beaucoup habitués, on l'est encore bien sûr, à accompagner les collaborateurs, mais petit à petit, du fait de l'accélération des changements, quels qu'ils soient, technologiques ou même métiers ou organisationnels, il est important que les collaborateurs gagnent en autonomie. Et le fait de centraliser finalement les vidéos sur un sujet, sur pas mal de sujets au sein d'un seul endroit, avec un concept un peu de one-stop shopping, ça permet à tout le monde finalement de retrouver tout le savoir à un seul endroit. Ça peut faciliter la mise à jour des vidéos, tout est concentré à un endroit. Et puis une fois qu'on a acquis finalement, un peu comme en e-commerce, finalement, une fois qu'on a acquis une audience sur la plateforme,
on peut élargir le périmètre petit à petit et permettre de toucher une population de plus en plus large. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que il n'y a pas non plus obligation d'emmener les gens sur la plateforme. C'est qu'une fois qu'on a développé le parcours ou les parcours, on peut réutiliser des liens derrière dans les mails, dans les intranets, dans le réseau social. Donc c'est pas utilisable d'une seule manière, c'est quand même multicanal, même si ça reste centralisé à un seul endroit. Ouais, tout à fait. Ouais, c'est tout l'intérêt hein, d'avoir des tutos effectivement qui sont sur une plateforme unique, donc c'est le fameux one-stop shopping, et puis d'avoir ces tutos qui peuvent un peu naviguer et s'intégrer dans l'environnement tiers des collaborateurs. Ce qui est important, c'est aussi d'avoir une dynamique qui fait que finalement c'est consultable à tout moment. Ça, c'est super important. C'est pas seulement quand on est devant son poste de travail, ça peut être aussi en mobilité, ça peut être sur son smartphone, etc. Et donc cette mise à disposition permanente et au moment où l'utilisateur en a besoin, c'est surtout ça qu'il faut regarder. Il faut toucher l'utilisateur là où il est, au moment où il en a besoin. Ok. Donc là, peut-être l'idée, c'est d'aller voir un extrait justement de ce qui a été réalisé aux Dunes avec un speech, donc ce fameux tuto vidéo qui s'appelle Mon mobile et moi. Voilà, on va vous montrer quelques extraits pour que vous vous rendiez compte effectivement du rendu. Alors, je vais partager mon écran, ça va s'afficher directement chez vous. Donc voilà le premier, on est sur collaborer, c'est bien celui-là, hein. Collaborer sur mon lieu de travail. Voilà, exactement. Pour pouvoir travailler avec les collaborateurs, où qu'ils soient, j'adopte de bons réflexes. J'envoie systématiquement le support de présentation avant la réunion, j'amène mon ordinateur ou ma tablette, je projette plutôt que d'imprimer. Je gagne en efficacité et contribue à limiter le gaspillage de papier. Donc là, voilà, on voit le format du speech avec les chapitrages sur la droite, donc le format la capsule multimédia avec de la vidéo, autre type de médias riches, et on a vu une vidéo avec une voix off par-dessus, donc des choses assez simples. Finalement. Vidéo suivante. Bonjour Yael. Salut Claire, ça va? Très bien. On a réunion dans 5 minutes. Ouais, je te rejoins. Là, on est typiquement dans l'illustration de ce qu'est le Flex Office, où à tout moment, on peut rester connecté, qu'on soit en filaire ou non filaire. Le poste de travail se connecte automatiquement au réseau disponible de manière sécurisée. Donc, ça permet de naviguer n'importe où dans les dunes, y compris même dans la cantine en dehors des heures de service pour pouvoir se connecter où que l'on soit. Troisième extrait. La réunion numérique. À l'issue de la réunion, nous n'allons bien évidemment pas inonder nos collègues de mails. Donc là, avec un format de type screencast, capture d'écran, donc ça s'apparente à de la vidéo aussi. Pour faire évoluer le document sur lequel nous avons travaillé, il ajoute dans le compte-rendu le lien vers celui-ci. Et avec des annotations qui sont ajoutées en surbrillance sur ce screencast. Des membres de la communauté SBC en leur demandant de réagir et de faire part de leurs commentaires. Donc là, à chaque fois, on essaye de promouvoir le fait qu'on n'a pas forcément besoin de papier, qu'une réunion numérique, on a tous les outils pour à la fois l'organiser, l'animer et sortir le compte-rendu et le diffuser, tout ça sans papier. Oui, tout à fait. Donc voilà, encore 2 extraits. J'arrive à l'étage où se situe mon collègue. Cette salle semble vide et je souhaite la réserver. Il y a un beau jeu d'acteurs aussi. Oui. Avec l'application Ah, MyBuilding et mon Bluetooth J'aime actif, beaucoup. ma présence est automatiquement détectée et l'application affiche instantanément le planning de la salle que je peux alors réserver si la plage horaire est disponible. Pour des rendez-vous prévus à l'avance, je peux réserver ma salle à distance, même sur un site différent du mien. Dans un autre immeuble que les Dunes, ou si je n'avais pas d'activer mon Bluetooth, j'aurais quand même pu accéder au planning de la salle et la réserver en flashant son QR code.
Alors là, c'était typiquement comme on est en flex office, ben, on doit pouvoir être relativement autonome dans la réservation de salle pour retrouver quelqu'un qui n'a pas de position fixe. Voilà, donc on a une application qui combine à la fois la domotique et des applications de type workplace pour réserver des salles, retrouver quelqu'un, avoir une détection automatique quand on rentre dans une salle de réunion pour nous permettre de la réserver. Et là, on a utilisé plutôt des scénettes, comme vous avez pu voir, et une combinaison en fait entre le screencast du mobile et la scénette à côté. Ok, et donc un dernier extrait dans lequel on va pouvoir voir ce qu'on appelle la synchronisation entre deux écrans. Voici quelques bonnes pratiques sur la création du document sur SBC. Tout d'abord, j'ai installé le plugin Jive pour Office, accessible sur Apps on Demand. Ensuite, au niveau de cette première publication, je donne accès au document à un nombre restreint de personnes en amont d'une publication plus large. Enfin, je n'inscris pas de numéro de version dans le nom du document et évite les caractères accentués. Voilà, là, on a des sujets entre le technique, le fonctionnel, pour apprendre à mieux utiliser les outils qui sont mis à disposition pour la co-création de documents, par exemple. Ok, donc là c'est bien, on a vu, on a compris un peu les raisons pour lesquelles le tuto vidéo a été mis en œuvre dans le cadre de la transformation de ce projet pour les dunes. On l'a concrétisé avec quelques speeches. Est-ce qu'il y a des éléments de bénéfices qui ont été retirés, analysés à la suite de cela? Alors, je dirais que le premier bénéfice, c'est d'abord l'humain. En fait, dans une structure comme la nôtre, et c'est le cas évidemment dans toutes les structures, quelle que soit leur taille, on a une foultitude de gens qui savent plein de choses et qui ne savent pas forcément comment la partager. Alors, soit qu'ils savent des choses qu'ils utilisent déjà au quotidien, soit de par leur trajectoire professionnelle, ils ont acquis des compétences dans le passé qu'ils n'utilisent peut-être plus dans leur poste actuel, mais qui pourraient servir à d'autres personnes aujourd'hui. Et l'intérêt de ce type de dispositif, c'est de pouvoir transmettre des savoirs, de pouvoir les mettre à disposition. Et ça, en soi, déjà, c'est un bénéfice important. Je parlais tout à l'heure de disponibilité permanente. C'est essentiel de pouvoir toucher l'utilisateur sur ce dont il a besoin, quand il en a besoin et là où il est. Et donc, le côté ATAWAD, Anytime, Anywhere, les devices, c'est vraiment un sujet extrêmement important et c'est ce vers quoi on tend de plus en plus. En fait, le workplace, il doit être là où l'utilisateur en a besoin et quand il en a besoin. Et donc, c'est vraiment une orientation forte dans tous nos réflexions, nos évolutions. La vidéo prend un pas extrêmement important aussi. Et puis, sans que ça soit en substitution, ça vient aussi compléter nos dispositifs d'accompagnement présentiel, parce qu'on a des ateliers réguliers tous les mois, etc. Donc ça vient compléter le dispositif. Ça peut être un renvoi en fin d'atelier en disant vous trouverez un complément d'information sur nos capsules SpeechMe, par exemple. Et puis, quand on est sur des sujets plus techniques, ça peut aussi limiter le recours au support technique auquel peuvent faire appel les collaborateurs quand ils ont un problème d'assistance technique. Donc, on peut trouver aussi des tutos sur ces thématiques-là. D'accord, ok. Donc, effectivement, en complément, contenu qui est disponible de manière asynchrone et en situation opérationnelle, ce qu'on appelle nous aussi dans notre jargon souvent on the job, finalement. Oui, absolument. Alors, ce qu'on a vu, c'est que, bon, effectivement, ça apporte pas mal de bénéfices, c'est assez concret, mais ça reste quand même un projet, faire un projet SpeechMe. Quelle organisation a été mise en place côté Société Générale pour pouvoir le réaliser? Alors, vous avez raison de préciser ce point-là, parce que dans une grande structure, un projet de ce type-là, c'est pas une génération spontanée dans un coin, etc. Ouais. Donc, on a besoin effectivement de structurer quand même une approche. Il y a un sujet, il faut définir des rôles, en fait. Ouais. Les rôles, ça part de qui est administrateur de la plateforme. Est-ce qu'il y en a un? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Puis ça peut dépendre des environnements. On peut très bien faire le choix de dire tout le monde est en capacité de produire des vidéos, soit de dire finalement il y a des populations qui s'y prêtent mieux que d'autres, par exemple des ingénieurs pédagogiques, des entités de formation, des entités de communication, par exemple. Donc ça, c'est un point important à réfléchir dans ce qu'on met en place, ce type de projet. On est dans un projet de knowledge management, clairement. Ouais. Donc se poser la question qui est administrateur, qui est maker
au sens qui peut créer des vidéos. Où est-ce qu'on gère les droits? Les droits, c'est en gros de dire, le fait de nommer quelqu'un comme administrateur de la plateforme ou le nommer comme speechmaker, où est-ce qu'on le gère ça? Est-ce qu'on le gère directement sur la plateforme SpeechMe, qui le permet déjà nativement? Oui. Ou est-ce qu'on est capable, en amont, étant connecté au système d'information Société Générale, de dire, ces profils de personnes, ou cette personne-là, ou cette entité-là, je la nomme comme ayant accès à ce type de droit de création de speech. Donc nous, on a fait le choix, ce deuxième choix, c'est qu'on est capable de piloter les droits d'accès à la plateforme et les périmètres éventuellement directement à partir de notre système d'information. Ça, c'est un point qui est important aussi en termes d'organisation. Et peut-être un point complémentaire, notamment pour une banque comme la nôtre, et on est assez réputé pour être sensible à la sécurisation de nos données. On veut pas que les données que l'on produit puissent se faire à partir de n'importe où. Clairement, quand un speechmaker élabore sa capsule, son speech, aujourd'hui, il ne peut le faire que à partir de son poste de travail. On pourra consulter à partir d'un BYOD, d'un device personnel, que ce soit un PC ou un smartphone. En revanche, un speechmaker ne pourra jamais créer de vidéo à partir d'un téléphone ou d'un PC perso. Donc ça, c'est un point qui était important pour nous et on a la capacité de piloter ça à partir de notre système d'information. D'accord. Ok. Et après, en ce qui concerne aussi, c'est connexe à l'organisation au niveau du choix des sujets. Alors, comment ils se sont faits? Est-ce qu'il y a un comité? Comment ça se passe? Les sujets, ils ont été au départ finalement drivés par la mise en place du projet des Dunes. Et donc, c'était des sujets plus orientés sur les locaux, les applications, la prise en main des applications, la prise en main du poste de travail, puisque les gens passaient pour certains d'un laptop déjà, mais pour beaucoup encore d'un desktop, oui, à un laptop qu'on connecte sur un port USB, et à partir de là, on a accès à la fois au réseau filaire, à un renvoi sur un écran grande taille au-dessus du laptop, et ça de manière, en toute ubiquité, c'est-à-dire que où qu'on l'on aille aux dunes, on a la même configuration, oui. Et donc en changeant de place, puisque c'est l'objet du FlexOffice, vous êtes capable de retrouver votre environnement avec juste un plug qui connecte tout, et vous avez accès bien sûr à tout l'environnement d'impression déporté, on dispose de pool printing, etc. Donc les premiers sujets, c'était essentiellement autour de l'environnement des outils. Le contexte a un peu évolué, puisque aujourd'hui, on s'oriente davantage vers les sujets métiers. Alors des sujets métiers qui sont plus le développement des compétences métiers au travers de capsules de formation. Par exemple, dans la banque des détails, si on a besoin de former des gens sur une compétence particulière, oui, conseiller de clientèle sur la gestion patrimoniale, par exemple, typiquement, on peut développer des capsules et les faire évoluer au fur et à mesure que la réglementation change, par exemple, ou que le savoir-faire ou les offres évoluent. Donc ça, il y a un bénéfice certain et assez rapide. On a également des situations d'onboarding, donc les nouveaux arrivants dans un service, comment on les accueille, quel est le moyen le plus efficace de leur donner un panorama de la mission du service, des entités avec qui il échange, des savoirs qu'il est important d'avoir dans l'entité pour pouvoir être en pleine possession de son job. Ça, il y a des services qui commencent aujourd'hui à le modéliser sous forme de capsules. Donc ça, c'est un autre mode d'usage de la plateforme. Et puis, on a des modes opératoires. C'est comment utiliser telle nouvelle application, ou bien quand quelqu'un arrive dans un service, là encore, pour maîtriser l'ensemble des applications qu'il a à sa disposition. Là, je pense plus à des applications de métier. Il y a des développements qui sont faits pour... là, on est en screencast, on capture les écrans, on met des annotations pour expliquer les points d'intention, éventuellement des liens qu'on peut rajouter. Et puis, on a aussi des scénarios d'usage, et là, ça renvoie à quelques scènes qu'on a vues tout à l'heure, où là, on s'improvise un peu metteur en scène, et puis on filme des gens en situation, que ce soit, on a vu pour réserver des salles de réunion. On en a fait beaucoup, par exemple, sur le téléphone mobile, puisqu'on a développé pas mal d'applications pour justement gagner en autonomie en situation de mobilité sur le smartphone. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que certains considèrent la plateforme pas seulement en usage direct sur la plateforme, j'y faisais allusion tout à l'heure, mais comme étant un repository, une base documentaire sur étagère, dans laquelle ils vont venir piocher des vidéos
pour pouvoir construire un parcours sur un intranet, sur un espace formation, par exemple, où selon les besoins, selon le parcours, ils vont pouvoir aller choisir la vidéo qui va bien à tel endroit pour pouvoir construire ce parcours et l'adapter. D'accord. Sans forcément suivre celui qui avait été préprogrammé sur la plateforme SpeechMe. Voilà, ça, c'est des usages qu'on voit émerger plus récemment. D'accord. Bon, c'est intéressant, hein. C'est vrai que ce qu'on voit, c'est que SpeechMe, même chez nos clients, pour donner un retour d'expérience plus large, c'est une solution qui est versatile et finalement, elle est multi-usage. Donc, il n'y a pas de mauvais usage, en tout cas, de la plateforme. Il y a plein de cas qui s'y prêtent. En ce qui concerne peut-être le processus de création, ça donne quoi à Société Générale? Alors, on a, au départ, comme peut-être beaucoup de structures qui démarrent dans ce domaine-là, on ne s'improvise pas metteur en scène, ni scénariste. Et pourtant, la scénarisation, elle est super importante. Alors, dans les services de formation, je dirais que c'est assez dans leur gène, entre guillemets. C'est-à-dire que quand on conçoit un module de formation, la question qu'on se pose, c'est avec quoi je veux que l'utilisateur qui aura suivi mon parcours sorte, avec quelles connaissances je veux qu'il ressorte, quel savoir-faire acquis. Donc ça, c'est la question qu'il faut se poser avant de créer un speech, clairement. Et ensuite, le scénariser, c'est comment j'aboutis à ce nouveau savoir, par quel parcours je dois passer, est-ce qu'il faut que je fasse un quiz à tel ou tel endroit pour ancrer la connaissance acquise dans le module d'avant, etc. Donc la scénarisation est importante et la mixité des modes. Tout à l'heure, on a vu à la fois des scénettes, du screencast, des annotations qu'on rajoute, de la synchronisation. A posteriori, j'ai le sentiment que la mixité dans un parcours de ces différents formats, ça entretient la curiosité, ça maintient la motivation de l'utilisateur quand il descend le parcours. Le fait d'avoir on est sensible à tout ce qui change. Donc, du coup, s'il y a des changements entre chaque vidéo, l'utilisateur y est plus sensible. Donc, ça, c'est un point important. Après, une fois qu'on a scénarisé ça, et donc ça, on peut le formaliser sous un format un peu Excel, où on a les différentes étapes, les messages clés qu'on veut à chaque étape, sous quelle forme on va le filmer, combien de temps on veut que ça dure, etc. Et puis, s'il y a des éléments de décor, entre guillemets, qu'il faut avoir sur la vidéo. Une fois que ça c'est fait, après, on peut passer en phase de production. Et donc là, on est sur je filme, je capture, j'enregistre en gros. Et étape suivante, je fais le montage en quelque sorte. Donc je vais mettre mes films dans les chapitres et les sous-chapitres. Et puis je vais positionner soit des annotations, soit des voix off, un fond musical, positionner la synchro, peut-être raccourcir certains passages que je veux exclure. Voilà. Donc après, c'est en fonction de l'ambition qu'on veut se donner, mais une capsule peut être faite assez rapidement si on a juste de la capture d'écran avec une voix off, quelques annotations. En un quart d'heure, on peut arriver à sortir quelque chose. Si on a 3-4 vidéos qui s'enchaînent, oui, en un quart d'heure, une demi-heure maximum avec les annotations, on peut arriver à produire quelque chose. Après, il y a des parcours qui nous ont demandé beaucoup plus de temps parce qu'il y avait un peu de la mise en scène, etc. Donc, il y avait beaucoup de prises. Il y avait aussi beaucoup de parties de rigolade parce que souvent, les gens ne sont pas très habitués à forcément être filmés, à être mis en scène. Donc voilà, ça se fait toujours dans la bonne ambiance et c'est ça qui est plutôt sympathique dans ce genre d'exercice. SpeechMe, on dit toujours que c'est un projet assez fun. Donc, ouais, clairement, c'est vrai. Mais effectivement, le temps moyen qu'on donne pour un speech qui est relativement qualitatif, en général, c'est 2 heures, mais on peut tout à fait produire un speech sur un tuto court, sur un screencast qui va durer de 15 à 30 minutes. C'est assez rapide. Maintenant, on voit que c'est assez bien ancré dans les usages. Est-ce que vous en êtes où là justement à présent dans le déroulé? Je disais tout à l'heure, on est plus dans l'orientation apprentissage métier aujourd'hui. Oui. Ce qui nous reste à faire, puisqu'on voit que les usages commencent à s'élargir, c'est de peaufiner, d'affiner davantage la gouvernance, y compris la communication, pour continuer à promouvoir l'offre. Finalement, animer un petit peu la communauté des speechmakers, puisque les gens sont formés dans chacune des entités. Donc là, vous nous avez accompagnés sur les premières formations pour que les gens s'approprient la plateforme, les usages de construction des vidéos. L'étape suivante, en quelque sorte, ça sera d'animer cette communauté des speechmakers et puis de
continuer à développer une communication au sein du groupe pour montrer les bénéfices qu'on peut montrer, du coup, enfin, dont on peut témoigner au travers des expériences des gens qui sont déjà dans la barque, en quelque sorte. Donc voilà, notre étape aujourd'hui, c'est structurer la gouvernance et animer la communauté des makers. D'accord. Et là, par rapport à cette communauté, il y a des actions de communication qui ont été réalisées en particulier. Qu'est-ce qui est mis en place pour essayer de la fédérer? Est-ce qu'il y a des premières pistes? Aujourd'hui, on a ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a deux niveaux d'animation. Moi, en tant que product owner sur ce type de solution, ma mission, c'est de s'assurer que la solution répond bien aux besoins, aux usages, d'en faire la promotion, de faire connaître, de faire savoir à quoi ça peut répondre, à quoi ça répond pas. Mais on voit bien qu'effectivement, la vidéo répond quand même à beaucoup d'usages et c'est très polyvalent, donc on peut y mettre quand même pas mal de choses. Après, chaque business unit ou chaque métier est aussi autonome sur la création de ces vidéos et sur leur promotion. Donc on a deux niveaux en quelque sorte d'accompagnement sur cette communauté. C'est la faire grandir par une animation et une communication transversale. Ça, c'est plutôt notre tâche. Et puis, animer la communauté des speechmakers, ça c'est vraiment notre vocation. Et au-delà de ça, dans chaque métier, assurer eux-mêmes leur propre promotion, puisque de leur côté, évidemment, ils ont un ciblage, une audience qui leur est propre, avec une finalité qui leur est propre. Et ça, on n'a pas à s'immiscer dans cette démarche-là, puisque ça, c'est vraiment leur savoir-faire, leur compétence de cibler les bonnes personnes en fonction de ce qu'ils produisent. D'accord. Okay. Il nous reste 3 minutes, donc je vais faire la dernière question avant de passer aux questions de l'audience. Peut-être votre conseil, alors pour les gens qui sont, certains sont utilisateurs de SpeechMe, de Chrono. Bon, je parlais de la gouvernance. Je pense que c'est un point important dans une grande structure de poser la gouvernance. Par contre, ça n'empêche pas de commencer rapidement par un POC pour valider la pertinence, valider l'usage, peut-être l'intégration technique. Ouais. Ça, c'est un point quand même qui peut être important. Enfin, pour nous, c'est important que tout accès à des solutions en mode SaaS, donc externalisées, passe par un filtre sécurité, etc. Donc, tout a fait l'objet forcément d'une étude de sécurité pour garantir, nous prémunir contre de la fuite d'informations, etc., qui est un sujet important pour une banque et particulièrement pour la Société Générale. Après, il y a des sujets qui rejoignent un peu ce dernier point, c'est éventuellement des risques opérationnels, c'est-à-dire que pour une entité comme la nôtre, mais c'est sûrement valable dans plein d'autres métiers, on ne va pas diffuser des données clients sur les écrans qu'on intègre dans nos captures d'écran, par exemple. Donc, ça veut dire qu'il faut flouter ces données. Voilà, il y a tout un procédé qui doit être pris en compte par les métiers, de s'assurer que les vidéos qui sont publiées correspondent à des chartes de communication, par exemple, si c'est l'objet, si c'est la volonté du groupe, que ces données ne sont pas confidentielles, qu'elles n'engendrent pas un risque d'image pour le groupe, ni même pour l'entité qui la produit. Donc ça, c'est des contrôles qu'il faut faire probablement ex ante. Et puis, une fois les vidéos publiées, il faut probablement que chaque entité mette en place ses propres contrôles, soit par échantillonnage, ça peut être par les services communication, par le management, par la direction des risques opérationnels, voilà, pour s'assurer qu'il y a bien une conformité telle que prévue dans la diffusion des speeches qui ont pu être produits par l'entité concernée. Voilà, donc il y a un sujet de gouvernance, il y a un sujet de compatibilité technique, en tout cas de validation des accès. Ouais. Ouais. Non, c'est sûr que pour qu'un projet SpeakMe fonctionne bien, il va falloir les bonnes personnes, la bonne structure en face et une validation au sein du groupe pour que l'ensemble des collaborateurs puissent en profiter. Ouais. Alors, on a tenu les 30 minutes, ça c'est très bien. On va passer aux questions de l'audience. Il y en a qui ont été posées sur le chat, mais je pense que… Oui, finalement, toutes les questions se sont retrouvées dans l'onglet questions. On en a une dizaine, donc on les a par ordre de succès. On va prendre la première qui a remporté 19 votes. C'est donc comment mesurer l'impact réel de ces tutos? C'est une vraie bonne question, ça rejoint la question sur le ROI tout à l'heure. Ouais. Bon, il y a des données qui sont purement objectives, c'est-à-dire que en tant qu'administrateur de la plateforme,
on a accès au back-office, enfin, une partie du back-office de la plateforme qui permet de piloter, en tout cas d'accéder au reporting qui donne mois par mois, vidéo par vidéo ou utilisateur par utilisateur, ce qu'il a consommé, combien de fois une vidéo a été vue dans le mois, quelles sont les entités qui se connectent le plus, voilà, quelles sont les vidéos qui ont le plus de succès, quelles sont les catégories qui ont le plus de succès. Alors, là où on peut mesurer clairement l'impact, j'en parlais tout à l'heure sur le fait que ces vidéos sont aussi accessibles via des liens, notamment ce qu'on appelle des deep links, des liens profonds, c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'amener l'utilisateur à la racine de votre speech, mais vous pouvez attaquer directement une des vidéos du parcours si elle vient illustrer, je ne sais pas, une problématique technique, une assistance technique ou un savoir-faire particulier, juste sur une étape du processus, vous pouvez pointer directement sur cette vidéo. Donc ça veut dire que vous pouvez, au-delà d'avoir créé les speeches, monter des campagnes de communication thématiques, par exemple, et constater, juste après la campagne de communication dans laquelle, bien sûr, vous aurez inséré des liens vers les vidéos qui vous semblent les plus pertinentes, voir la croissance de visualisation, du volume de visualisation de ces vidéos. Ça, c'est la première piste pour constater si, effectivement, les gens sont sensibles au message et vont consommer les vidéos. Après, on est quand même sur un sujet qui est assez viral. Les gens qui ont consulté des vidéos en parlent en général autour d'eux. Si ça correspond bien à une attente d'un métier ou d'une entité, ça va se répandre assez rapidement, le fait que ce sujet existe, etc. Je vais pas, me voiler la face, dans une grande structure comme la nôtre, c'est compliqué, on a plein de savoir-faire, mais le faire savoir est toujours plus compliqué. C'est-à-dire que les sujets de communication, ça reste un sujet du quotidien pour toucher la bonne cible avec le bon contenu. C'est toujours compliqué parce que les utilisateurs sont eux-mêmes ciblés par d'autres productions, d'autres sujets, que ce soit sur les formations réglementaires, que ce soit sur les communications. Voilà. Il y a une actualité dans tous les services en permanence tous les jours. Donc, ce sujet-là, il vient forcément en plus. Donc, le knowledge management, la formation, c'est un sujet évidemment important pour les collaborateurs, pour les rendre de plus en plus autonomes. Mais il faut quand même sans arrêt communiquer sur ces sujets-là pour rappeler aux gens que ça existe. Non, la partie virale n'a pas été suffisamment importante. Ça dépend vraiment des sujets. Ok. Pour compléter, peut-être synthétiser, effectivement, on n'en a pas parlé dans les questions, dans l'échange qu'on a eu sur la première demi-heure, mais SpeechMe, ça vient aussi avec un back-office complet et avec des analytics sur chaque tuto, et on arrive à avoir une traçabilité complète sur le contenu, sur chaque utilisateur, et ça permet de mettre en place des plans de suivi d'impact sur ces tutos. Deuxième question, combien de personnes en full-time pour gérer la plateforme et son contenu? Alors, en full-time, je ne saurais pas dire, mais on est sur des charges qui sont plus distribuées. Il y a personne en full-time. Oui, il y a personne en full-time. Il y a personne en full-time. La coordination, la gestion, en centrale, j'entends. On est aujourd'hui sur 20% du temps d'une personne. D'accord. On est plus sur une phase aujourd'hui de mise en place de la gouvernance. On est en train de créer un sous-espace dans notre réseau social pour décrire l'offre, montrer des retours, des témoignages de gens qui ont déjà produit, décrire les procédures pour acheter des licences, devenir speechmaker. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est en cours. Donc, il y a un petit peu de charge pour construire tout ça. Mais après, le sujet, ça va être plus de la gouvernance en termes de comité de pilotage avec les parties prenantes pour faire l'interface avec SpeechMe, pour revenir vers SpeechMe en donnant nos desiderata en termes d'évolution, par exemple, sur la plateforme. Mais sur la gestion au quotidien, en fait, c'est relativement réparti puisque chaque entité est en charge de la production de ces contenus. Donc, la charge, elle est presque uniquement sur la production et la communication qui, du coup, est prise en charge par les métiers en fonction de l'ampleur de leur production, de la cible visée. Donc, c'est très dilué, en fait, comme charge. Ouais, ils communiquent directement sur les speeches. Oui, absolument. Absolument. Ok. Question suivante. Quelle principale résistance avez-vous rencontrée chez les collaborateurs?
Je dirais pas que c'est une question piège, mais en fait, il n'y a pas de résistance. Il y a Ouais. pas- Enfin, la seule petite objection qu'on peut avoir, mais qui est commune à tout procédé, c'est j'ai pas le temps. Ouais, ouais. Oui, c'est Voilà. le temps. Bon, ça, c'est l'objection frontale, enfin, de facilité en quelque sorte. Pour autant, c'est souvent par méconnaissance. Donc les gens se disent bon, qu'est-ce que vous allez nous proposer de nouveau? Encore un dispositif différent d'un autre? Pas forcément, puisque là, ce qui est intéressant, c'est qu'à la différence de plateformes de formation qu'on a aussi par ailleurs, où c'est une offre sur étagère commune pour toutes les entreprises clientes de ces plateformes, là, on a la possibilité de personnaliser, c'est-à-dire que les contenus ils sont vraiment adaptés à notre contexte. Donc, quand ces vidéos parlent du métier que vous faites, les gens s'y reconnaissent, s'y retrouvent, et donc, du coup, ils se projettent bien dans ce que vous dites. Et le cas échéant, ils peuvent même commenter les vidéos en disant tiens, ça serait bien si vous rajoutiez ça. On est vraiment dans une relation qui se rapproche de plus en plus à ce qu'on trouve aujourd'hui sur YouTube, où vous pouvez réagir, ou demander à celui qui a publié de ça serait bien de compléter par telle vidéo parce qu'il y a un pan qu'on n'a pas bien compris. Et voilà, donc on peut engager finalement un dialogue entre le producteur et les consommateurs de ces vidéos. Donc il n'y a pas vraiment d'objection. Je pense qu'au contraire, les gens sont plutôt appétents à ce mode de communication. Oui. Effectivement, après, sur la question du temps, c'est aussi du temps qu'on investit maintenant pour en gagner plus tard. Par Parce la que suite, une fois C'est qu'on ça, a on est dans l'autonomisation, absolument. Ouais. il est disponible tout le temps. Donc, on n'a pas besoin de réexpliquer. Voilà, juste Exactement. le speech qui a été réalisé. Une question intéressante, il me semble que vous y avez en partie répondu. Dans un monde où les évolutions sont rapides, comment gérer les mises à jour des tutos et avoir des alertes sur leur obsolescence? C'est un bon point. C'est un bon point sur lequel on a en partie été confronté, mais à ce stade pas trop encore, puisque ce qu'on a produit est encore d'actualité. Ça fait partie des revues périodiques qu'il faut avoir. J'ai parlé tout à l'heure des sujets de risque opérationnel, etc. Il y a probablement à intégrer dans les contrôles le risque d'obsolescence et donc faire en sorte, déjà une des préconisations que l'on pose, c'est qu'il y ait au moins toujours 2 speechmakers sur chaque speech. Parce que on a une culture de la mobilité en interne qui fait que les gens sont pas à vie sur un poste, et heureusement pour eux. Donc environ tous les 3 ans, les gens changent. Donc il faut qu'en permanence, il y ait quelqu'un qui puisse reprendre et la connaissance sur le speech. Donc en général, on préconise qu'il y ait toujours un binôme attaché à chaque speech. Et après, selon le contenu de ces speeches, ça fait partie des contrôles permanents à faire finalement dessus, c'est de s'assurer que tous les 6 mois, tous les ans, ça dépend vraiment de l'activité. Si on est sur une application, un mode opératoire sur une application qui évolue vite, clairement, il faut peut-être refaire les speeches tous les trimestres. Si on est sur des règles de fonctionnement d'une entité, nous, on a tendance à se réorganiser tous les 2 ans environ. Voilà, donc on a une pérennité un peu plus stable, on va dire, sur les vidéos. Donc, oui, c'est un point important, parce qu'il faut garantir que ce qu'on propose dans les vidéos est à jour. Sinon, il y a une perte de confiance, et du coup, il y a un désamour de la plateforme ou des speeches, c'est tout à fait normal. Donc, c'est un devoir du speechmaker de s'assurer, du coup, par les moyens qui sont propres à la BU, à la business unit, de gérer cette obsolescence potentielle des vidéos. Ok, c'est très clair. Quel outil est utilisé pour créer les vidéos? Bonne question. Eh bien, SpeechMe. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, je réponds un peu vite parce qu'il y a plusieurs possibilités. On peut très bien récupérer des vidéos existantes. Donc, on peut très bien, si on a fait un tournage avec son smartphone, si on a des films institutionnels qui existent déjà au sein de l'entreprise, les reprendre, les intégrer sur la plateforme SpeechMe et ajouter ensuite des annotations, et des sous-titrages, des voix off, etc. Donc, on peut avoir créé les vidéos à l'extérieur de la plateforme SpeechMe et les intégrer pour ensuite les retoucher en post-production. On peut aussi partir ex nihilo de la plateforme SpeechMe et faire de la capture face caméra, comme je fais là devant vous, faire de la capture d'écran. Donc, SpeechMe propose un petit plugin qu'on installe sur Chrome et qui permet de capturer l'écran, capturer la vidéo, capturer le son. Et donc, on peut partir de rien, uniquement de l'offre SpeechMe pour créer les vidéos. Ok. Ouais, après, en termes de matériel, c'est la question qu'on nous pose souvent.
La majorité de nos clients, ils utilisent un smartphone. Il y a une très bonne résolution maintenant. Et on peut acheter un trépied, un petit micro. Ça coûte pas très cher et ça permet d'avoir un rendu qui est hyper professionnel. Enfin, tous les films que on a passé quelques extraits tout à l'heure, toutes les scénettes, elles ont été tournées au smartphone. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, on a une bonne qualité d'image et de son. Hein. Bien sûr. Alors, il y a deux questions qui se recoupent un petit peu. Donc, comment augmenter l'audience sur la plateforme? Et ensuite, comment animer la communauté des speechmakers? On en a un peu parlé tout à l'heure. On en a un peu parlé. Voilà. Bon, sur la promotion, enfin, là, je disais, il y a deux niveaux. Hein. Il y a au niveau positionnement de la plateforme et de l'offre. Et donc, ça, c'est géré en transversal. Donc, c'est de la communication régulière. Nous, on a une digital letter dans laquelle régulièrement, on la publie tous les 6 semaines environ. C'est des sujets d'actualité. On a toujours un pan sur les dispositifs d'accompagnement. Donc, ça, on y fait régulièrement allusion. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a une communauté de digital coach qui sont en fait des personnes qui, sur la base du volontariat, accompagnent nos démarches dans leurs entités. Et donc, c'est un peu nos porte-parole et puis en même temps la voix du terrain pour remonter ce qui marche pas. Donc, ces gens-là, on les anime aussi. Et du coup, eux sont capables de voir si le concept peut prendre, si c'est utile ou de le faire savoir tout simplement autour d'eux. Donc, ça, c'est un moyen de communiquer. Et puis après, il y a ce que les business units font de leur côté pour promouvoir leur capsule auprès de leur audience directe, qui est normalement la plus... on est sur une audience beaucoup plus ciblée pour le coup, puisque ça va être soit l'onboarding dans telle entité, soit le mode opératoire sur telle application. Voilà comment se fait la promotion de ce concept. Hein. J'ai passé plusieurs questions qui portaient également, qui se recoupaient un petit peu sur la promotion des speeches, l'animation de la communauté, etc. Il y en a une à laquelle vous n'avez peut-être pas répondu, c'est comment sélectionner les speechmakers. Et y a-t-il un contrôle avant diffusion? Voilà. Et y a-t-il un contrôle avant diffusion? En fait, il y a deux questions. Alors, je vais répondre à la deuxième d'abord. Oui, dans toutes les entités aujourd'hui qui produisent, il y a un contrôle managérial ou pilotage de projet quand c'est fait dans le cadre d'un projet qui est conduit. Ça, c'est évident. Et la première question sur le choix des speechmakers, là, clairement, c'est la discrétion des entités qui veulent produire du contenu. Donc aujourd'hui, on en trouve dans des directions change management, on en trouve dans des directions formation, on en trouve dans des directions communication et dans des entités achat, par exemple, chez nous. Des entités métiers aussi. Oui, complètement. Non, il n'y a pas de critères, si ce n'est d'avoir envie de le faire. Il y a peut-être un sujet méthodologique, et là on revient sur animation des speechmakers, où la scénarisation par exemple est un bon point, et puis c'est ce qu'on est en train de monter là maintenant, c'est justement comment les faire se parler entre eux, pour échanger des bonnes pratiques, pour être mis en relation aussi avec la Customer Success Manager de SpeechMe qui intervient de temps en temps chez nous pour les formations, mais avec qui on échange régulièrement pour voir si on peut pas aller plus loin dans cette animation. Voilà, il y a encore des beaux sujets sur la table. On attend, je pense, pour deux questions, peut-être encore. Deux questions, on en a encore beaucoup, donc. On va pas répondre à tout. Ouais. Est-ce que tu en vois une, Farid? Bon, on va prendre la première. Hein. Est-ce qu'il y a une mesure du pourcentage des salariés utilisant régulièrement la plateforme? Je crois que non. Non, il n'y a pas de ratio de ce type-là. Et les vidéos étant de plus en plus sur des publics ciblés, ça n'aurait pas de sens. Ça n'aurait pas de sens, puisque autant on peut avoir des vidéos qui s'adressent, on va dire, à la population, par exemple, des dunes au départ, où là, il y avait un vrai sujet, FlexOffice, Open Space, etc. Autant des vidéos qui maintenant décrivent l'onboarding dans telle entité ou la formation sur telle application dans tel business unit, comme l'audience est de plus en plus ciblée, ces KPI, ces mesures n'auraient plus beaucoup de sens. Alors, je vois aussi pas mal de questions sur le budget et le profil aussi de nos clients par rapport au nombre de collaborateurs. Donc, en fait, je vous envoie là un petit call to action. C'est en fait, un call to action donc pour
pour aller plus loin, pour Voilà. les personnes qui veulent avoir un dimensionnement du projet par rapport à leur organisation et leurs contraintes, il y a un point de contact qui vient d'être envoyé par Marianne. Voilà. Peut-être une dernière. Il n'y en a question. pas une dernière peut-être un petit peu exotique pour finir. Non, non, il y a que des questions très sérieuses, c'est bien. Attends. Non, on a parlé de la durée de création. Bon, il y a une question, après ça revient aussi, mais je vais la poser, c'est peut-être un peu technique. Est-ce que c'est une solution on-premise ou cloud? Est-ce que, et je vais peut-être un peu plus loin que la question, est-ce que le fait d'utiliser du SaaS, ça va être un sujet, une problématique, parce qu'effectivement, le contenu produit par nos clients sur SpeechMe, il est la propriété de nos clients, mais il est bien sûr hébergé par SpeechMe. Alors, oui, c'est forcément un sujet dès lors qu'on fait appel à des prestations externalisées, donc on appelle SaaS, Software as a Service, qui est clairement le positionnement de SpeechMe. On a des solutions on-premise qui sont pas très évolutives, qui sont assez limitées, où on peut poster qu'une seule vidéo à la fois. Là, on a la possibilité d'avoir un parcours qui a une cohérence. Donc, l'offre SpeechMe avec la capacité, du coup, à annoter, à faire de la post-production derrière, pour le coup, ça répondait vraiment à un besoin pour rendre l'utilisateur autonome dans la production de ces vidéos, ce qu'on n'avait pas vraiment avant. Le fait que ce soit en SaaS, c'est une problématique en soi, mais qui est traitée par des études de sécurité. Donc, évidemment, nous, notre politique, c'est dès lors qu'on a une connexion avec une plateforme, il y a une étude de sécurité qui analyse les risques, qui regarde comment on peut les contourner ou les mitiguer, je ne sais pas comment on dit en français, les minimiser. Oui. Donc ça a été fait, et bien évidemment. Donc au-delà de ça, une fois qu'on a... et puis le SSO, le Single Sign-On, donc la connexion automatisée avec authentification, ça c'est un sujet, un point de passage, une condition sine qua non pour se connecter sur la plateforme. Il est hors de question qu'on préconise l'accès à une plateforme avec login password à distance sans qu'on puisse s'assurer que la personne qui se connecte est bien Société Générale, que tout est pas, que c'est bien automatisé, sécurisé, etc. Ok, il est 10h47. Je pense qu'on va pouvoir conclure. Merci Jean-Pierre pour l'ensemble du témoignage. Il y aura un compte plaisir. Qui sera... Le replay du webinaire vous sera envoyé très prochainement. Voilà, j'espère que chacun aura pu trouver les réponses à ces questions et que ça aura éclairé les gens qui sont en test. Savoir plus sur la solution. Merci beaucoup. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. Merci.